à tous, bonsoir et merci vraiment de votre présence à tous. Et je suis très heureuse de vous faire connaître Corinne Collin-Belay, qui a un parcours à la fois très riche et très secouant. Riche parce que, bon, d'abord, elle est psychanalyste, elle est psychopatricienne, elle est auteure, elle est conférencière. Et je crois qu'elle est aussi tout ça parce qu'elle avait vécu une vie très bouleversante. Corinne a vécu 2 burn-out, une expérience de mort imminente. Elle a perdu sa petite fille. Elle a été malade par la suite de cette perte. Oui. Et elle est sortie de toutes ces épreuves avec un amour de la vie absolument incroyable. Et je crois fondamentalement qu'elle est là ce soir. Et pour tout le monde, elle est là parce qu'elle a quelque chose à communiquer qui est fort. C'est l'amour de la vie. Elle a étudié de nombreuses méthodes de thérapie. Alors, je vous en cite que quelques-unes. Donc, la CNV, puisqu'on a parlé de Thomas d'Anzembourg, la PNL, la méditation, la bioénergie. Elle s'est formée à d'autres approches intégratives, par exemple le psychodrame et la psychogénéalogie avec Anne Ancelin Schutzenberger, la thérapie primale avec Arthur Janov. Oui. Avec Jacques Salomé, ça a été la pédagogie relationnelle. Et elle a suivi des séminaires avec Guy. avec mon ami Guy Corneau. Oui. Les Toulousains, ils savent. Et avec Claude Sabat aussi. Oui. Donc, elle a toute une richesse qui lui permet de saisir l'humanité. Voilà. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir cette personne-là et qui va nous parler des mémoires secrètes, le voyage vers la psychogénéalogie. Donc, je vous laisse en sa présence. Elle va parler 40 minutes, 3/4 d'heure. Et vous pouvez poser des questions entre-temps. Donc, tu les vois de toute façon, les questions, Corinne. Hein. Donc, si elle veut couper, répondre à vos questions, elle le fera. Ou peut-être elle va nous Je vais faire te son laisser parcours. Voilà, on laisse faire. Exactement. Merci, Corinne. Je te laisse à... C'est moi qui te remercie pour cette présentation pleine de sensibilité et de délicatesse. Merci. Merci beaucoup. Alors, eh bien, on va parler mémoire secrète ce soir. Donc, pas qu'un voyage en psychogénéalogie finalement, parce qu'il y a d'autres univers qui sont, j'allais dire, concomitants et qui sont la base de cette voie que je vous propose ce soir d'explorer, que je vais vous détailler un petit peu par après. Alors, quand on parle de psychogénéalogie, souvent, et Christine, tu y as fait référence, on parle souvent d'Anne Ancelin, évidemment, bien entendu. On parle aussi de Didier Dumas, hein, qui a éclairé aussi un petit peu différemment, parce qu'il était aussi, parce qu'il a vécu, comme tout à chacun, je pense. Hein, c'est ça, on y met son petit grain de sel. Et je me rappelle que Anne Ancelin disait toujours que nous étions une boucle, en fait une chaîne et une boucle de transmission, de répétition permanente. Et en fait, ça, je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié, bien entendu, par le parcours que j'ai fait moi-même en me formant, mais aussi depuis, bien entendu, avec mes patients. Alors, que ce soit en groupe, avec un éclairage particulier qui peut être constellatoire, ou un univers qui est plutôt dédié à la séance individuelle, eh bien, j'ai remarqué de toute façon que à partir du moment où on pouvait construire l'arbre d'une personne, on pouvait rendre visible et très concret, en fait, une espèce de,
j'allais dire, de comptabilité familiale. Hein. On sait que des fois, on se sent en compte avec ses ancêtres, avec ses parents, ses grands-parents, etc. Et on ne peut pas forcément toujours dire pourquoi. Il y a comme une forme de dette qui est là. Il y a aussi la mise en lumière de la nature des liens familiaux entre eux et nous. Il y a, il y a tous ces aspects de conflit, tous ces aspects de nœuds émotionnels qui apparaissent, qu'on peut qualifier parfois de virus. Parfois, je crois que c'est pas souvent parce que ça s'applique pas à toutes les situations, mais j'emploie aussi le terme fort d'implant émotionnel. Tellement ça peut être impactant. On va trouver aussi, bien sûr, dans cet aspect psychogénéalogique, euh, les répétitions, bien entendu, qui vont devenir aisément repérables, des interdits qui traversent l'histoire, les manques aussi, bien entendu. Et puis, parfois, tous ces faits qu'on pourrait croire le fait du destin ou parfois du hasard, hein, qui, je crois pas, n'existe pas. J'ai observé que, en fait, de mettre en mouvement tout ça, par le psychodrame notamment, la thérapie primale de l'autre côté, en fait, eh bien, ça pouvait mettre de l'espace. Ça pouvait aérer ou permettre de faire respirer un petit peu son lien avec son arbre. Et du coup, toute l'histoire de la personne pouvait s'en retrouver créative, du coup, c'est-à-dire pouvoir donner du sens, faire ce que Claude Sebag disait, de faire ce projet de sens, en fait. C'est ce qui nous diffère de l'animal quand même. On a besoin de comprendre ce qui se passe pour nous, on a besoin de savoir ce qui nous arrive, puis pourquoi ça se passe. Alors, selon certaines thérapies, et pas toutes, pour ça que j'ai été en chercher plusieurs, pour répondre à plusieurs des questions fondamentales, intrinsèques que je me posais ou qui venaient à moi au fur et à mesure de mes expérimentations. Puis du coup, oui, il y a des choses, ben, pas besoin de savoir, ça passe pas par la tête. Il y a comme une évidence du corps qui, lui, sait. Et Arthur, lui, disait que le corps se souvient de tout, que c'est un comptable extraordinaire. C'est vrai. Dans chaque famille, par exemple, on sait qu'il y a des événements qui ont été vécus de manière traumatique et qui vont laisser une trace. Là aussi, je parle souvent d'un ADN émotionnel. Parce que on me pose la question, on me dit, mais comment est-ce possible? Je n'ai pas connu mon grand-père et pourtant, eh ben voilà, moi je fais peut-être je choisis le même métier, j'ai le même organe touché, et en fait, dans un être physique, il circule en fait des tas de choses, et notamment cet ADN émotionnel dans la partie génétique. Voilà. Donc, au fil des générations, on peut être perturbé dans notre manière d'être au monde, tout simplement. Et là, eh bien, souvent, vous allez voir se manifester des angoisses, des anxiétés. Est-ce que ça peut être des peurs irraisonnées, des conflits familiaux? Ça peut être des problématiques d'argent. On en parle beaucoup sur l'aspect transgénérationnel. Des problématiques de couple aussi, hein, pour la modélisation, des maladies, bien entendu. Il y a toutes les problématiques sont reliées à l'héritage inconscient qui va être articulé autour de traumas et de deuils qui n'ont pas pu se faire, entre autres, hein, évidemment. Et puis, on peut aisément décoder tout le sens qui va être caché derrière tout ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire le lien, c'est-à-dire quel prénom, quelle date de naissance, parfois le nom aussi est intéressant à regarder, mais aussi les lieux que nous habitons, que nous visitons, que nous investissons. Il y a les métiers aussi, parce on ne choisit pas un métier par hasard. Je n'ai pas choisi par hasard ce que je fais aujourd'hui. Tout mon chemin m'y a préparé, en fait. Hein. Jusque la langue des oiseaux euh, qui me passionne, l'alchimie aussi, etc. Donc, et tout ça, je pense que depuis mon antéconception, où
ou les voix beaucoup plus anciennes et karmiques m'y préparaient. Donc, moi, je trouve ça fabuleux de regarder toutes les problématiques que nous pouvons traverser de cette manière, parce que ça permet de ne pas s'enfermer dans un dogme, une méthode, un rail qui m'empêche de regarder ailleurs et autrement. Voilà. Donc, je peux passer à côté de la vérité, de ma vérité. Hein, voilà. Donc, il y a les dates anniversaires qui sont très intéressantes aussi à observer. Il y a bien sûr toutes les problématiques qui sont liées à la mémoire et à l'émotionnel sur les fratries. On verra ça un petit peu plus en détail. J'ai pensé vous parler des hontes, des culpabilités cachées, tous les actes répréhensibles aussi en généalogie. On va essayer de remonter la piste des actes répréhensibles qui n'ont pas été réparés. Et donc, la descendance hérite d'un bagage qui ne va pas forcément être amusant pour lui parce que c'est lui qui devra payer la dette, voilà, qui n'a pas été payée. Par exemple, si je vous donne un exemple, eh bien, un parent incestuel, par exemple, qui n'a pas été puni, eh bien, du coup, un descendant pourra manifester de nouveau les mêmes problématiques et du coup, lui, peut-être être arrêté et faire de la prison. Voilà. Donc, ça, je l'ai rencontré. Déjà, je sais que c'est quelque chose qui existe et qui peut se passer. Il y a tous ces événements de cascade familiale qui touchent un organe en particulier et sur plusieurs lignées. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est pas facile à comprendre. Et pourtant, sous l'angle médical, souvent, on l'a entendu, puisque le médecin dit, ah, alors, est-ce que votre mère, votre père a déjà eu ça? Hein, non. Mais on ne peut pas supposer que ça ne puisse être qu'émotionnel, en tout cas. Voyons le chemin qu'on peut faire avec ça, en tout cas. En tout cas, face à une représentation de l'arbre généalogique, ce qu'on peut dire, c'est que l'individu que nous sommes va trouver le sens de son héritage, ou le sens du legs, en fait, qui parfois est un vrai fardeau. Et ce fardeau, il est déposé à son insu. J'aime bien l'idée, en langue des oiseaux, du fardeau, du phare sur le dos. Donc, c'est intéressant. Dans ces secrets, ces loyautés familiales, on trouvera aussi ce qu'on appelle le fantôme familial, mais il y a aussi le fantôme collectif qu'on peut voir se manifester lors de certains attentats, par exemple, aussi. Ce n'est pas le sujet de ce soir, j'ai beaucoup trop à vous dire, mais c'est intéressant à aller observer ça. Il y a l'impossibilité du deuil aussi qui existe, dont les maladies du deuil qui sont liées plutôt à des éléments et des événements de honte. Il y a ce qu'on appelle la crypte en généalogie aussi. Et là, on enterre quelque chose qui n'est pas avouable en fait. C'est comme si on ne voulait pas le laisser réapparaître à la surface parce que ce n'est pas possible à gérer tout simplement. Hein. Donc, ça s'appelle comme ça. Et puis après, on va trouver les prophéties, les promesses, les dogmes, enfin, en tout genre. Dieu sait si on est affublé d'un tas de choses pour commencer dans la vie. Et cette approche-là, psychogénéalogique, elle a nourri mes propres travaux de recherche depuis une dizaine d'années maintenant environ sur le façonnage de l'affectivité qui me passionne et qui part du noyau conceptuel pour aller jusqu'à un épanouissement ou une éclosion, je pourrais dire, de la vulnérabilité pacifiée. Et je consacre mon prochain livre à tout ça, tant j'ai envie de transmettre ce que je perçois. Je ne dirais pas je comprends, parce que je crois qu'on ne comprend pas, il faut plus d'une vie pour ça, mais il se passe comme des éclairs de magie parfois sur le long de notre existence. En tout cas, j'en fais l'expérience et c'est chouette. Moi, je considère que nous sommes des êtres 100% programmés, préprogrammés par un certain conditionnement, et on va voir ça ensemble, mais à la fois, nous sommes 100% libres
de reprendre le contrôle, c'est ce que moi, j'ai pu expérimenter. Donc, je ne prétends pas que ça peut être OK pour tout le monde. Dans le propos que je vous tiens et ce que je vous partage ce soir, prenez ce qui vous rejoint, laissez le reste. C'est peut-être pas bon pour vous, c'est peut-être pas le moment ou pas juste et c'est correct. Il n'y a pas de souci pour moi. Donc, pour moi, il y a 4 voies majeures. Il y a la voie karmique et spirituelle en soi. Il y aura la voie que j'appelle antéconceptionnelle, puis fétale et périnatale. Ensuite, nous allons trouver une voie qui est transgénérationnelle et traumatique, bien sûr. Ensuite, nous avons une voie extrêmement créatrice parce que c'est la voie biographique. Là, nous écrivons notre histoire. Et celle-là, elle contient en fait tout le chemin thérapeutique que nous allons pouvoir initier par nous-mêmes pour grandir, parce qu'en fait, c'est pour ça que nous sommes venus sur Terre quand même. Hein. Voilà. Alors, parmi tout ça, je porte un regard aussi épigénétique. Alors, l'épigénétique signifie littéralement ce qui est au-dessus du gène, c'est-à-dire ou autour du gène, c'est la partie de la biologie qui va étudier l'impact, à la fois l'impact et les mécanismes de l'environnement sur la biologie cellulaire de l'individu. Donc du coup, ça veut dire que c'est plus ou moins la capacité que nous avons de moduler l'expression de la génétique par un interrupteur, on pourrait dire, qui sera l'épigénétique. Et au total, ça veut dire que nous avons donc la faculté, c'est encore ce que j'ai mis à profit pour moi, donc je ne parle que de moi, là, fermer un gène ou des gènes qui sont déficients et ouvrir des gènes qui sont porteurs de possibles, voire même qui sont porteurs d'auto-réparation. Et ça, en matière de médecine préventive pour demain, ou de prévoir, de se prévoir, du coup, un vieillissement joyeux, heureux, puis en bonne santé, je pense que c'est une bonne voie, voilà, d'exploration. Alors, je vous propose de commencer avec la voie, la première dans la lignée, j'allais dire, c'est la voie karmique et spirituelle. Selon ce que j'ai pu observer, ce que j'ai compris sur mon chemin, nous faisons bien sûr une descente sur la terre avec un contrat d'âme. Un contrat d'âme qui dit que finalement, nous sommes venus travailler quelque chose en particulier, une petite mission. Souvent, quand vous faites du coaching, vous faites un peu de thérapie, des choses comme ça fait partie des questions que vous posez. Vous dites, mais c'est quoi ma mission de vie? Je ne sais pas, je voudrais savoir pourquoi je suis venue. Je ne sais pas, est-ce que j'ai une mission? Mais on en a tous une en fait, c'est sûr. Hein, mais parfois, on est tellement éloigné de soi, de sa vérité, de l'enfant qui est libre à l'intérieur de nous, qu'on ne sait plus. Hein, donc, alors, dans ce contrat d'âme, dit, OK, est-ce que je suis venue apprendre l'humilité, à être plus humble? Est-ce que je suis venue apprendre à réparer le fait de me sentir abandonnée toujours ou d'avoir été, pour le coup, peut-être dans d'autres vies, abandonnée? Le rejet, ça peut être, je travaille l'exclusion, je peux travailler le fait d'être enfin, avoir un accès à la richesse, à l'abondance. Je peux peut-être vouloir goûter ou réparer une noblesse perdue. Je peux réparer de la maltraitance, un orphelinage précoce, etc. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être autant de propositions, de contrats, de vœux, de promesses qui sont émis par notre âme qu'il existe d'humain. Donc, c'est difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que ce contrat d'âme, nous l'oublions dès le moment du passage, donc au moment de l'accouchement, nous perdons le pourquoi.
Voilà. Peut-être pour ça, parce que tout au long de notre vie, eh bien, parfois c'est compliqué. Ça n'a plus de sens, on ne sait pas ce qu'on fait là. On se demande si on a bien choisi la bonne planète. Et en fait, c'est pas facile toujours. Ouais. Ensuite, on a choisi la famille qui va bien pour travailler le contrat qu'on a choisi. Donc, le but, c'est d'élever notre karma, hein, toutes les philosophies, qu'elles soient hindoues, bouddhistes ou que sais-je, en fait, on parle depuis bien plus longtemps que nous, ont compris des choses sages bien avant nous. Et en fait, dans cette idée de s'élever et de grandir, eh bien, tout ça fait partie du jeu. Voilà. Ok, donc, alors dans cette idée aussi de voie karmique, il y a l'idée que nous pouvons nous retrouver, ce que j'observe très souvent, de nous retrouver avec notre conjoint, avec un parent, avec un enfant, en lien karmique. Et ce lien karmique, eh bien, n'est ni plus ni moins que la résurgence d'un lien qui s'est déjà vécu entre nous, mais d'une autre manière. Ici, dans cette vie, nous sommes mari et femme. Peut-être que nous avons été parents-enfants ou autres, peu importe, et frères et sœurs. Et du coup, que nous avons fait le vœu de ne jamais nous quitter, de nous retrouver, ou que l'histoire que nous vivions n'a pas pu se terminer correctement. En tout cas, il y a quelque chose qui est resté en suspens et qui fait qu'on se retrouve. Voilà. Donc, c'est des choses que je peux relever souvent en test énergétique. Voilà. Donc, ça fait partie aussi du voyage. Voilà. Ensuite, oui, je dois répondre que oui, nous avons accepté aussi d'endurer des choses difficiles, peut-être des formes traumatiques d'abus aussi, ça fait partie du lot de cette voie-là. C'est-à-dire que oui, dans la famille que j'ai choisie, parfois on me dit, mais Corinne, vous me dites que j'ai choisi sciemment une famille qui m'a maltraitée, qui m'a violentée, qui m'a abusée. Enfin, oui, nous étions prêts parce que c'est cela qui nous fait grandir. Voilà. Donc, ce n'est pas sur le même plan de conscience que nous sommes aujourd'hui, mais en s'ouvrant à cette dimension-là, nous pouvons aller beaucoup plus loin, bien entendu. Donc, on peut, dans cette vie-là, aujourd'hui, on peut rompre ces dettes karmiques, ancestrales. On peut mettre un point final à l'inachevé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, hein, je crois. Voilà. Bien, donc ça c'est cette première voie pour venir poser un regard, essayer de comprendre et peut-être d'assainir, de pacifier un scénario répétitif, une maladie que je ne comprends pas. Peut-être que j'ai des manques de confiance, parce que peu importe, des peurs irraisonnées, ok, on va commencer à poser un regard qui va être un petit peu comme un scanner. Voilà, donc ce premier angle sera celui-ci. Ensuite, nous allons aller sur la voie, donc deuxième voie, la voie antéconceptionnelle. Et alors là, du coup, vous savez que avant que ce bébé ne se conçoive, eh bien, il a été envisagé. Il a peut-être été fantasmé par ses parents, c'est peut-être le cas pour vous. Vos parents, eh bien, ils vous ont peut-être imaginé, sans aucun doute, ils ont projeté des tas de choses sur vous, des projets de concrétisation, de réalisation, des vœux, des souhaits. Hein, voilà. Il y a cet aspect très intéressant du bébé qui ressent sans pouvoir filtrer, j'allais dire, tout ce qui est douceur, blessure pour lui. Et ça va façonner en lui des croyances, des réactions, des protections et bien sûr aussi qu'on retrouvera plus tard, après la naissance ou tout au long de son existence, dans des comportements qui pourront être des comportements de dépendance, des comportements d'addiction, de peur,
de peur de l'abandon, des comportements de dévalorisation. Il y a énormément de gens qui se dévalorisent. Ils n'ont pas confiance en eux, pas d'estime. Ils ont un sentiment de leur propre valeur qui est proche de zéro parfois. Ils sont beaucoup dans l'autopunition, voire parfois la flagellation, l'auto-sabotage, l'autodestruction. Ils sont dans la fuite, dans le besoin de contrôler, de perfection, une peur de manquer. Enfin, voilà, tout ce que je vous dis, vous voyez, c'est parce que euh, c'est bébé tout ça. Donc, dans la voie antéconceptionnelle, on va chercher quel est le projet qui était fait pour vous ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vos parents ont émis l'idée de vous avoir ou est-ce que vous êtes arrivé comme une surprise, comme un accident? Voilà, mais c'est pas tout à fait la même chose. Dans quel contexte social vous êtes arrivé ou professionnel? Est-ce que vos parents euh, étaient étudiants? Est-ce qu'ils se connaissaient la veille de votre conception? Il y a des tas de questions comme ça qui peuvent revenir, qui sont très intéressantes. Est-ce que vous étiez un enfant qui n'était pas désiré? Et c'est pas parce que vous n'étiez pas désiré qu'on ne vous accueille pas et qu'on ne vous aime pas. Hein, parfois, c'est que c'est pas le moment juste. Alors, bien sûr, au moment où on apprend qu'on est enceinte, bien sûr que, voilà, quand on est une maman, on se dit, ah non, c'est pas possible, même pas maintenant. Des fois, je prends cet exemple, je dis, mais non, je vais me marier dans 3 mois, je ne vais pas rentrer dans ma robe, mais c'est une catastrophe. Alors, mais oui, mais pour le bébé, il va comprendre que c'est lui la catastrophe, en fait. Voilà, il n'a pas cette conscience cognitive et suffisamment élaborée pour comprendre ce qui se joue. Par contre, il ressent dans cette imprégnation entre mère et enfant, il comprend et il ressent par la sensorialité. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre du temps parfois en nettoyant les couches avant d'atteindre ce noyau souffrant qui contient les engrammes de ce qui s'est figé quand il s'est passé quelque chose pour maman. Ok. Alors, est-ce que j'arrive après une tentative d'avortement? Est-ce que je nais euh, dans, j'allais dire, un contexte illégitime, naturel, etc. Est-ce que je viens pour remplacer un autre enfant qui est décédé? Est-ce que je suis un petit enfant qui n'était pas prévu dans le programme? Est-ce que je suis un enfant de remplacement? Hein, donc, il y en a beaucoup aussi qui viennent pour remplacer un petit enfant ou une fausse couche avancée, des choses comme ça. Et je pense, au moment où je vous dis ça, je pense à Patrick, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est un homme de 64 ans à peu près. Et du coup, il porte le prénom de Patrick. Et 10 mois avant sa naissance, c'est un petit Patrick qui est décédé. Et en fait, quand je vois cet homme, c'est un petit garçon que je vois. Il n'a jamais vécu sa vie, en fait. Il a vécu la vie qui était destinée à vivre son frère. Donc, c'est compliqué quand même de s'en rendre compte. Pour lui, ça a été un grand choc. Et en même temps, passé le choc, il y a eu une telle libération en fait en lui que ça a été très créateur. Voilà, il a eu envie de faire et je pense qu'il est en train de faire des tas de choses auxquelles il n'aurait jamais imaginé, penser. Il y a dans ces phénomènes de projet, déjà autour du projet, eh bien, l'idéal qui était projeté dedans, bien entendu. Est-ce qu'il y a l'angoisse d'une maman qui se dit qu'elle ne va pas y arriver, d'un papa qui est pas beaucoup présent, par exemple, parce que très occupé par son travail. Est-ce qu'il y a la tâche pour l'enfant de réparer le couple qui ne va pas bien? Voilà, donc on parlait d'un petit enfant ciment, hein, il va sauver
son petit job, lui, ça va être de sauver le couple qui part à la dérive. Voilà, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une substitution? Est-ce que il est là pour assurer la relève aussi, et ça on peut l'observer dans l'arbre, d'un aïeul? Et là, on va voir ça avec des repères de date. Voilà. Est-ce que je suis née après une agression? Est-ce que je suis née sous pilule, sous stérilet? Est-ce que vous voyez? En fait, il y a énormément de choses autour de ce projet de naissance qui sont passionnantes à comprendre et qui vont nous apporter des réponses assez étonnantes, hein, c'est sûr. Mais en même temps, parfois, c'est résolutoire. Donc, ça vaut le coup. J'ai prévu de vous donner des petits exemples, si j'ai assez de temps, de cas d'histoire de personnes qui sont venues à moi et avec lesquelles on a fait un beau chemin. Voilà. Donc, ensuite, vos parents, donc, qui se connaissaient avant la conception ou pas? Est-ce qu'il y a une rencontre d'un soir? Est-ce que c'est une union qui est intermittente ou qui est régulière? Voilà. Ensuite, il y a, dans cette voie-là, pour moi, l'empreinte sexuelle créatrice dont vous êtes issu. Et là, en fait, cette empreinte, elle porte le sceau de l'empreinte affective qui sera votre empreinte affective, sensuelle et sexuelle. Ça veut dire que dans l'empreinte, alors certains d'entre vous pouvaient le savoir en posant la question, et puis d'autres, vous ne le saurez pas, c'est sûr, mais on peut imaginer que cet acte qui est destiné à normalement être un acte d'amour, qui nous permet de créer un enfant, eh bien, est-ce que cette relation était librement consentie ou est-ce qu'elle a été extorquée? Est-ce que c'est une relation qui fut tendre ou qui fut plutôt brutale? Est-ce qu'elle fut rapide ou lente? Et là, elle va investir aussi une tonalité, je l'ai souvent remarqué. Est-ce que c'était un devoir conjugal ou est-ce qu'il y avait une fusion charnelle de cœur et d'âme? Est-ce qu'il y avait de l'emprise ou est-ce que c'était de la liberté? Vous voyez, en fait, on peut aller chercher beaucoup de choses. Est-ce que dans l'imprégnation utérine, on va aller du coup, est-ce qu'il y a un jumeau ou est-ce qu'il n'y en a pas? Quelles sont les émotions que vit maman pendant qu'elle m'attend? Est-ce qu'il se passe des choses particulières pour elle? Peut-être. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Sophie. Je pense à Sophie qui était enceinte de 5 mois et après un déjeuner dominical, elle ne voit plus son mari, mais elle ne voit pas son ami non plus. Donc, en fait, elle les cherche et elle les trouve dans leur chambre à coucher. Et enceinte de 5 mois, en fait, elle a ouvert elle me dit, j'ai ouvert un bec comme ça. Ben, ça l'a sidérée, en fait. Et cette sidération, moi, je l'ai retrouvée sur l'enfant. Voilà. Donc, bien sûr que tout compte parce que c'est au moment, et c'est souvent contextuel. C'est pas tant ce qui se passe que comment je vis ce qui se passe et, et comment est l'environnement aussi à ce moment-là. Je vois dans des remontées traumatiques, par exemple, si on cherche à observer, à redescendre dans le trauma, et bien du coup, ben souvent, on voit la personne, elle descend dedans, elle revient dans l'émotion, et en même temps, elle a une clarté sur l'environnement et les détails, les couleurs, la matière, le temps qu'il fait, etc. Hein, donc, ça veut dire que au moment où il se passe des choses, que ce soit donc pour nous dans ce contexte-là, ou si on va même beaucoup plus loin donc dans la notion de transgénérationnel, ça veut dire que ce qui s'est figé à un moment donné et qui n'a pas été libéré, nous allons devoir le libérer nous-mêmes ou le réparer. Hein, voilà. Donc après, il y a les mémoires du passage de cet accouchement, hein, qui sont quand même assez traumatisants pour l'enfant. Et puis, il constitue aussi un premier étalonnage de notre autonomie, quand même. Hein, donc, c'est pas rien. Est-ce que je suis un bébé qui est césarisé? Est-ce que cette césarienne encore, elle était prévue ou elle n'était pas prévue?
là encore, maman, elle le vit comment? Peut-être elle le vit comme une libération totale. Elle a souffert pendant des heures et du coup, elle est bien tranquille qu'on la libère de tout ça et dire oui, allez-y. Ou elle a la sensation qu'on lui vole son accouchement. Et en fait, dans ces deux tonalités, eh bien, on retrouvera aussi des choses parfaitement différentes. Est-ce que je suis un petit bébé qui est né avec un tour ou 6 tours de cordon autour du cou? Et là, 6 tours de cordon, il y a fort à penser qu'il y a eu une mémoire de pendu sûrement au-dessus. En tout cas, c'est une zone qui va être très délicate et probablement conflictuelle sans aucun doute, pour le dire, pour la manifestation, pour l'expression. Voilà. Parce que je suis née avec une épisiotomie, il y a eu éclampsie, les forceps, les ventouses, enfin, etc. Donc, tout ça crée d'autant une tonalité aussi du comportement de l'individu dans son existence. Voilà. En tout cas, j'observe tout ça avec euh, je, je suis émerveillée en fait, moi, de toutes ces histoires. C'est tellement incroyable qu'on se dit, comment est-ce possible? Il y a dans la naissance, après, au moment où il y a cette rencontre, il y a la dyade, la première donc dyade affective avec notre mère, hein, cette première relation à deux. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une vraie rencontre affective entre maman et moi? C'est-à-dire, est-ce que maman me, me touche avec de l'amour? Est-ce qu'elle me nourrit avec amour? Est-ce que je comprends dans sa voix et dans sa présence que je suis un vrai cadeau, que je suis un petit soleil? Ou bien peut-être elle est perdue et qu'elle détourne le regard que peut-être, comme j'ai vu pendant 3 jours, elle veut pas me voir. Peut-être que sur le plan médical, je dois être pris en charge et du coup, ça va être une séparation précoce d'entre maman et moi qui créera, bien entendu, euh, un voile qui va m'amener peut-être à mettre en place une cuirasse ou une armure, c'est possible. En tout cas, dans ce façonnage affectif qui me passionne, j'observe à quel point tout est délicat et tellement mesuré. C'est, c'est magique parfois, parce que la réponse peut être aussi là si on accueille ces parties blessées dans l'adulte devenu plus tard avec amour, en fait, parce que on a besoin presque que de ça. Souvent, je dis, un enfant peut manquer du nécessaire, de vacances, de manger, mais pas d'amour, en fait. Voilà. Ensuite, il y a dans cette création de l'affect, là, il y a l'idée d'être dans un attachement et on va retrouver toutes les formes d'attachement, les figures, bien sûr, qui sont les figures d'attachement les plus présentes, donc le père, la mère, mais ça peut être les grands-parents ou une figure qui va être une figure représentative si les parents ne sont pas disponibles ou plus ou dysfonctionnels ou décédés, enfin, etc. Donc il y a un cursus, je vais dire, qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a un trouble de l'attachement qui peut naître déjà là. Donc c'est bien de voir comment de votre côté, vous avez pu cheminer avec ça. C'est-à-dire un attachement sécure, est-ce que vous étiez en toute sécurité avec votre mère et cette première année avec maman génère des choses pour demain, pour le futur, c'est-à-dire sécurité intime, sécurité affective intérieure qui va permettre de nourrir l'estime de soi, puis la confiance en soi. Et Dieu sait si il y a plusieurs formes de confiance aussi, à pouvoir nourrir les strates les unes après les autres, une confiance de base, puis euh, émotionnelle, relationnelle, intellectuelle, sexuelle, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en a été pour vous? C'est bien de pouvoir essayer de vous poser la question, par exemple. Il y a
l'hyperattachement, qui n'est guère mieux. Winnicott nous a souvent dit, et on l'a beaucoup lu, que un enfant qui était maltraité, c'était pour lui la même chose qu'un enfant qui était trop aimé, trop entouré. Comme si ça ne lui permettait pas d'autonomie, en fait. Vous voyez, tout simplement. Pas d'autonomie dans l'affection. Voilà. Et puis après, il y a les liens d'attachement anxieux, où l'enfant, du coup, va répondre à la sécurité pour moi, c'est quand il y a une ultra présence, c'est-à-dire quand maman ou papa, ils sont tout le temps là et j'ai besoin de les voir tout le temps. OK? Puis après, il y a tout ce qui est évitant, bien entendu. Et là, dans l'évitant, on peut aussi trouver le besoin d'amour d'un enfant que les parents ne peuvent pas entendre parce qu'eux-mêmes ne sont pas câblés avec ça, ils n'ont pas le logiciel installé, on ne leur a pas montré. Donc, ils ne savent pas faire. Hein. Donc, voilà. Faut que je dise, c'est une petite poule qui a trouvé un couteau, une fourchette, puis qui dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Donc, il y a dans toutes ces problématiques d'attachement des choses essentielles parce que il y a quand même un maternage précoce qui peut être nié. On peut observer une anesthésie parentale, c'est-à-dire que je ne sais pas manifester mes sentiments, ma tendresse, mon affection à mon enfant. J'ose pas être trop près, trop proche, le toucher. Voilà, parce que peut-être quand je fais ça, en moi, il se passe des choses voilà, qui font ressurgir dans l'inconscient vital de ma corporalité des zones troublées, des zones où c'est difficile. Bien, donc tout ça, c'est pas à prendre en charge. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est deuxième voie. Vous voyez que c'est riche, en fait. Hein. Et puis, il y a donc la troisième voie qui est la voie transgénérationnelle. Okay. Et là, alors, on trouve le prénom. Ah ben super. Alors bien sûr, il y a la date de naissance, hein, ok, on va venir, mais du coup, il y a ce prénom. Et dans le prénom, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est qu'on trouve une mission, on trouve un rôle, on trouve un karma. Ce karma qu'on retrouve là encore, d'ailleurs, comme sur la voie de la première voie tout à l'heure, karmique et spirituelle, sachant qu'avec le prénom, j'ai eu le cas d'une patiente là, de Belgique qui a choisi un autre prénom, qui est un prénom marocain. Et en fait, en refusant ce prénom que son père a mis 1 mois à lui donner, parce qu'elle a été déclarée qu'à 1 mois, ça veut dire que pendant 1 mois, elle n'avait pas de prénom. Vous voyez un peu le truc. Et en fait, toute 40 ans, là, elle n'est pas bien, elle va faire une retraite dans le désert, puis en fait, elle fait un rituel, elle est investie de quelque chose, et là, boum, il y a un prénom qui s'impose, voilà. Et elle retrouve, en fait, me dit-elle, de la tranquillité, de la sérénité en elle, alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Par contre, refuser un prénom qu'on nous a donné, c'est refuser le karma qui va avec, c'est-à-dire l'histoire, le contrat de naissance initial dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ça veut dire que c'est pas sans dommage, quand même. Voilà. Donc, c'est avec parcimonie, voilà, je dirais. Le prénom, c'est comme une petite musique. Vous savez, tous les jours, vous ne prononcez pas votre prénom, mais combien de fois on vous appelle? C'est comme une petite chanson qu'on vous chante, en fait, hein, quand même. Hein, c'est un petit peu ça. Et notre prénom, notre premier prénom, contient notre énergie vibratoire. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir décoder, ce que j'aime beaucoup faire dans les décodages énergétique et vibratoire que je propose, bien du coup, il y a la date de naissance, il y a le prénom, et on va aller chercher à faire le lien entre l'étymologie transgénérationnelle sur des points précis, parce que la date de naissance, quand même des chiffres, ok. On fait le point et je ramène ça en face des problématiques que vous avez aujourd'hui et des pathologies qui sont là.
c'est éclairant, en fait, quand même, parce que on peut extraire la quintessence de ce qui vous pollue l'existence. Voilà, c'est sympa. Alors, euh, les second et troisième prénoms, quand il y en a, par exemple, ben, ils vont nous amener, eux, sur les traces des mémoires. Hein, des mémoires qui sont engrammées, par exemple. Alors, je vais vous donner un exemple de prénom parce que je peux pas, voilà, et ça passe vite. Et puis, je sais qu'il, voilà, il faut que je vous donne un maximum d'informations. Alors, j'ai choisi de vous parler de Cécile. Et bien sûr, dans Cécile, on entend aisément en étymologie, d'abord ce que ça veut dire, la cécité. Donc, en fait, ça veut dire que les Céciles, eh ben, leur chemin, ça sera un peu la clairvoyance, vous voyez, c'est-à-dire ouvrir grand les yeux pour voir ce qu'ils ne veulent pas voir autour. Hein. Essayer d'apprendre à ne pas dissimuler, sortir des faux semblants, par exemple, etc. Les Céciles, c'est ça. Son anagramme à Cécile, c'est ciel. Ciel, mon mari. Ciel. En fait, eh ben, ça fait penser à un manque de racines. En fait, hein, d'accord. Et donc, peut-être une problématique de place. Voilà. OK, donc c'est intéressant peut-être d'aller voir. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ce soir. Voilà. Après, eh ben, quand on a à choisir un prénom, je vous dirais, on évite le prénom d'un enfant décédé, le prénom d'un amour de jeunesse, voilà, sans le dire à l'autre parent. Euh, le prénom que choisirait un enfant aîné, parce que des fois c'est ça, on dit oh, mais non, on n'a pas choisi le prénom, c'est son grand frère, sa grande sœur. Alors c'est pas sa mission et c'est pas son rôle de faire ça non plus. Donc plutôt à éviter. Donner le prénom d'un ancêtre, euh, c'est toujours pareil d'une personne qui a pu se suicider ou est décédée dans des conditions qui auraient pu être tragiques, par exemple. Après, il y a les prénoms excentriques ou les prénoms pour rendre hommage, enfin, etc. Donc, il faut être un petit peu vigilant. Aujourd'hui, on peut se rendre compte du sens d'un prénom. Donc, c'est intéressant de le faire. Après, il y a la date de naissance. Et là, la date de naissance, c'est une signature énergétique qui va nourrir votre objectif de vie. Là. Donc, avec la date de naissance, on va révéler les points de force, les points de faiblesse. Intéressant. Il y a le rang de fratrie en psychogénéalogie. Et là, sur les rangs de fratrie, bien du coup, une petite règle de 3 qui s'applique où le premier enfant va être, souvent, c'est un pilier, c'est un soutien, c'est quelqu'un qui encaisse, qui endure. Hein, les aînés, voilà, sont destinés à être du masculin, hein, parce que bah, il faut que l'espèce perdure, puis il faut que le nom se transmette, voilà, au cas où il n'y aurait pas d'enfant après. Donc, il y a aussi un appui un peu plus fort, plus marqué sur le masculin, c'est-à-dire que si c'est une femme qui arrive en aîné, bah, du coup, elle va être investie d'une énergie plus énergique, plus combative, hein, plus d'excès, plus de puissance, de force. Hein. Souvent, ou des femmes qui deviennent des managers, voilà, c'est des boss, hein, elles gèrent, en fait. Voilà. Et du coup, ça peut être compliqué, mais de toute façon, en fait, elles vont trouver leur alter ego dans un homme qui sera en déficit de masculin et du coup qui aura un féminin plus revalorisé. Donc, on arrive toujours à s'arranger. Hein, ok. Donc, l'aîné, il porte, en fait, et il est là pour ben, soutenir la famille au cas où il y aurait une déficience. Le deuxième enfant, il est là pour honorer, libérer, réparer la mémoire, hein, en phase 2, et il va être calé un peu plus sur la lignée de la maman. Voilà, le premier, c'est le papa, deuxième, c'est la maman, et le troisième, ben, il y a cette énergie du couple, de la relation, mais aussi de l'affection et de l'amour qui circule dans la famille. Voilà, donc c'est 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 un, c'est un lourd fardeau aussi parfois, mais on comprend d'autant mieux ce qui se passe quand on peut regarder aussi tous ces petits axes-là. Ensuite, il y a les loyautés familiales, bien entendu. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la manifestation là d'un comportement qui se répète. Je vois beaucoup de couples, j'accompagne beaucoup de couples et de familles et beaucoup de terrains d'infertilité où il y a
simplement une problématique, soit de mémoire émotionnelle, soit généalogique qu'il faut débloquer pour que la fertilité euh, revienne, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a la compatibilité familiale implicite. Il y a toutes les maladies de l'arbre. Et là, les maladies, alors ça c'est intéressant parce que du coup, dans les maladies, on va trouver ce que j'ai appelé les maladies généalogiques. En fait, les maux d'estomac, les maux de côlon, les torticolis, il y a les cystites, la colopathie en fait partie, l'asthme aussi. Il y a l'asthme sur. J'avais fait un décodage audio pour Radio France là-dessus. Et je crois que vous pouvez trouver ça sur mon site. Je crois qu'ils doivent y être. Hein, n'hésitez pas à aller vous faire une petite promenade. L'asthme, c'est vraiment le cri silencieux, quoi. Pourquoi il y a autant d'enfants qui font un peu d'asthme et puis ça s'arrange un petit peu après. Hein, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des maladies qui correspondent aux problématiques familiales. Et là, c'est le legs aussi transgénérationnel. C'est-à-dire on peut venir pour auréoler un don qui a existé, un talent artistique, venir répéter un scénario, répéter un métier qui a été déjà donné sur 2 ou 3 générations. Un métier, ça peut être un métier que je vais revaloriser parce que je dois réparer, par exemple, etc. Vous voyez? Donc, c'est tellement vaste que, voilà, 40 ou 45 minutes, je ne sais pas, ça passe vite, hein. Donc, Bah bon, oui, tu dis des choses intéressantes. voilà, je sais Il y a une pas. question, mais vas-y, finis ce que tu OK. as besoin de dire. Alors, et puis, on arrive à la voie biographique et créative. Et du coup, bah, toujours pareil, moi je remarque que notre vie, elle est comme une toile esquissée, en fait. On pourrait dire que c'est une toile blanche, là, la toile du peintre, un petit peu esquissée avec des petits coups de crayon comme ça. Puis après, nous, on met nos couleurs dessus. Hein, OK? Donc, et ça, je pense que les couleurs, on va les mettre en fonction du chemin qu'on va faire. C'est-à-dire, donc, l'environnement épigénétique va être hyper important là, parce que selon l'environnement dans lequel je vais et le bain dans lequel je vais être, du coup, je vais avoir plus de possibilités que d'autres de mettre des jolies couleurs ou d'avoir une toile un petit peu plus sombre. En tout cas, mon chemin thérapeutique va en faire partie, bien entendu, et donc m'aider à croître pour revenir, soit m'éveiller bien sûr, mais revenir à ma vérité, à ma nature en quelque sorte. Hein, ok. Donc l'environnement épigénétique, c'est aussi le contexte affectif, c'est par exemple, est-ce que j'ai vu mes parents amoureux? Est-ce que je les voyais, ils se mettaient l'un contre l'autre là le soir pour regarder une émission, un film ou je sais pas quoi? Est-ce qu'ils se donnaient la main dans la rue ou ah bah non? Est-ce qu'ils se faisaient des bisous? Ah non, jamais, j'ai jamais vu mes parents, non, non. Enfin, comment vous avez vu tout ça, vous, de votre côté? Quel modèle hein, vous avez reçu? Après, il y a dans la voie biographique, on va trouver l'impact traumatique, et là, ce sont les blessures affectives de cet enfant intérieur entre 0 et 12 ans. Hein. Moi, je vois bien que voilà, l'enfant intérieur, il ne s'arrête pas à 7 ans, entre 0 et 12 ans en moyenne. Là, moi, j'ai élaboré une douzaine de blessures sur lesquelles je travaille très régulièrement. On va trouver, bien sûr, les blessures de William Reich, qu'on servi euh, comment elle s'appelle, Lise Bourbeau, sur ses blessures, sur les blessures dont elle parle souvent. Mais du coup, il y a celles-ci, bien sûr, ce sont des blessures phares qu'on retrouve quasiment chez tous les humains. Et c'est normal. Et puis, il y en a d'autres comme l'indifférence, par exemple, comme l'impuissance, comme l'exclusion. Il y a la culpabilisation, le fait de dire à un enfant, très tôt, tu vois, t'es content, c'est ta faute si ton père est parti. Enfin, vous voyez, enfin, il y a des blessures. Oui, c'est pas toujours que l'abandon, et même si on en parle beaucoup, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres. La comparaison, quand je suis comparée sans cesse à mon frère, à ma soeur, à un cousin, à mon meilleur camarade, enfin, ça va 5 minutes hein, quand même, mais bon, ça fait beaucoup. Donc les blessures,
c'est aussi des choses importantes. Il y a aussi un aspect qui est très intéressant dans la voie biographique, c'est le bain neurochimique, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout le travail thérapeutique que vous voulez. Si vous êtes carencé ou en excès sur un neurotransmetteur, ben là, allez, la dopamine, la sérotonine, les cortisol évidemment, etc. Forcément que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si ça, c'est pas équilibré, ça fonctionne pas. Donc voilà, ça veut bien dire que nous sommes multidimensionnels et il faut regarder ces aspects-là de cette manière-là. 7 facteurs pour moi épigénétiques sont à mettre en concordance parce que les synergiser va nous amener de la réparation, de la créativité. Hein. Donc il y a la nutrition, les émotions, il y a le plaisir que nous avons à faire ce que nous faisons chaque jour, le fait d'avoir de l'activité physique pour notre corps, ce lien relationnel dont nous manquons beaucoup hein, là où, depuis un an. Il y a l'environnement toxique. Alors là-dedans, je mets euh, les métaux lourds, je mets bien sûr tout ce qui nous pollue en termes d'environnement, mais je mets aussi la toxicité relationnelle et la neuroplasticité, c'est-à-dire le fait de pouvoir revaloriser un petit peu nos pensées, faire quelque chose de mieux. D'accord? Voilà. Alors, je vous ai préparé les métiers, les métiers qu'on choisit. Par exemple, l'avocat. L'avocat, bah, lui, souvent, on va le trouver avec de l'irrespect en vécu, hein, de l'injustice, de l'insécurité, souvent un manque de protection. Il a pu être un petit enfant qui a été accusé à tort et puis il n'a pas été défendu. OK, donc on, on va chercher de manière incroyablement subtile à trouver des réponses à nos blessures de cœur, hein, c'est sûr. Il y a l'assureur. L'assureur, lui, bien du coup, il y a de l'insécurité. Ça peut être parce qu'il y a eu un accident, il y a eu une maladie dans son environnement qui a pu le marquer, par exemple, une catastrophe aussi. Hein, voilà ce qu'on voit. OK. Et puis du coup, une impuissance à assurer, à assurer ou à être rassuré, du coup, à être protégé. D'accord? Donc, on va assurer. Le comptable, lui, ben, il y a un manque d'argent, peut-être. Est-ce qu'il y a eu des spoliations dans la généalogie, des faillites? Il y a un besoin de justesse chez le comptable. Hein. Il y a besoin d'équité, de cadre. Souvent, ils sont les comptables, ils sont, voilà, il y a cette norme, ce cadre et une espèce d'aspect très strict, ok? Mais peut-être qu'il y a un manque de repères très tôt aussi. Et dans le repère, avec la langue des oiseaux, toujours, je m'amuse et je dis le repère. Ok, donc à chercher, pourquoi pas. Puis l'infirmier. Et l'infirmier, du coup, on sait que c'est le soi nier. L'infirmier, c'est le soi qu'on oublie complètement au détriment de l'éveil, de la guérison de soi, hein, bien sûr. Il a eu besoin d'aide, il a eu besoin d'être secouru. Et il y a fort à penser, je l'ai observé plusieurs fois, que s'il travaille la nuit, en fait, c'était un enfant qui n'était pas vu. Voilà. OK. Allez, donc est-ce que, alors il y a peut-être une question ou deux, puis après il y a des petits cas concrets. Voilà, donc dis-moi. C'est ça. Attends, j'essaie de nous mettre tous les deux. Voilà. Alors, la question, il y a une question sur les prénoms. Oui, Merci déjà pour tout ce que tu nous as raconté parce que c'était passionnant. Mais c'est vrai qu'on merci. a envie d'exemples. Vous dites si vous avez envie d'exemples d'ailleurs. Parce que c'est moi qui parle, mais c'est vous qui devez parler, c'est pas moi. Alors, tu as une question. Je me suis toujours demandé l'effet du préfixe Christ dans les prénoms masculins comme féminins. Hmm. Eh bien, vous voyez, il y a une belle dimension christique, en fait, qu'on va retrouver avec les Christophe, les Christian, les Christine, par exemple. Voilà, ok. Ouais. Alors après, bah, ouais, faut aller regarder en généalogie sur. Euh, mais là, c'est qu'une inspection de l'arbre et des prénoms qui ont déjà été précédemment donnés un petit peu, et de voir quelle place occupait la foi
dans cette famille, dans ces familles-là, dans ces lignées, quelle était la place de la foi et qu'est-ce qu'on remettait à Dieu finalement, ou on s'en remettait au Christ ou à Dieu. Euh, voilà, on peut aller voir par là, par exemple. Ouais. Il y a une autre question. Y a-t-il un sens quand le conjoint porte le même prénom qu'un frère à soi? Qu'un frère? Oui, 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 ça a un sens. oui. On choisit pas, on croit qu'on choisit un prénom, un conjoint par hasard, mais non. Hmm. Que Alors, pensez-vous, il y a Akoufen? quelqu'un qui parle du prénom Florence. Oui. Euh, est-ce que, alors, c'est pas très explicite la question, mais est-ce que peut-être c'est le lien avec la ville? Je ne sais pas. Là, il faut préciser la. Après, c'est voilà, un, un prénom raconte énormément, mais euh, pas que par l'énoncé du prénom. Il raconte aussi par toute l'étymologie qu'on va chercher. OK? Voilà. Donc, non, Euh, c'est. que pensez-vous des acouphènes sans problème organique? Ouais, mais là, ouais, il y a des problématiques au niveau, bien sûr, de l'écoute, de tout ce qui ne peut pas être à la fois pas entendu, pas dit. Dans les acouphènes, souvent, hein, ce qui revient quand même le plus sur cette pathologie, parce que alors, qu'est-ce que ça pourrit la vie des gens quand même hein, qui en souffrent. Il y a toujours en fil conducteur quelque chose que je voudrais entendre depuis longtemps et que je n'entends pas. Je l'attends, mais ça ne vient pas. Et où je l'ai dit, on m'a dit, pardon, je l'ai entendu et j'aurais aimé ne jamais l'entendre. Voilà. Il y a vraiment, il y a un grand conflit intérieur. C'est pour ça que ça fait souffrir. C'est un conflit, bah, cette dualité, elle est en permanence là. Hein, donc, voilà. Alors, et comment peuvent influencer notre vie le fait de porter en deuxième et troisième prénom le prénom de nos grands-mères? Eh bien, c'est l'héritage de la mémoire, en fait. L'héritage de leur mémoire, c'est-à-dire de leur vécu, de leur irrésolu. Voilà. Parce que, en fait, dans cet ADN émotionnel qui circule en nous, ce que nous portons et qui est un fardeau pour nous, parce qu'on parfois on les a pas connus. Si c'est un arrière-grand-parent, un grand-parent c'est plus près, mais si c'est un arrière-grand-parent, on connaît pas son histoire. Donc du coup, c'est un fardeau qu'on porte sans savoir de quoi il est constitué émotionnellement. Donc c'est un virus émotionnel qui peut s'agiter dans votre vie. euh, voilà, sans que vous puissiez y faire grand-chose, surtout si vous connaissez pas l'histoire, quoi. Voilà. Donc, on peut intervenir, avoir un regard là-dessus si vous connaissez un petit peu l'histoire des grands-mères, quoi. Voilà. De manière à venir reprendre le contrôle là-dessus. Voilà. Mais en même temps, c'est le premier prénom qui donne la vibration, les deux autres donnent un accès sur la mémoire. Donc, si on regarde, déjà, on revalorise son propre patrimoine vibratoire, j'allais dire. Bon, c'est comme si on se requinquait, quoi. Hein. On se dresse bien droit dans la vie, d'accord? Et on peut aller cheminer sur deuxième et troisième prénom et de quoi ils sont porteurs. Voilà. Après, il y a aussi des belles choses. Hein. Il n'y a pas que des legs. Voilà, il y a aussi beaucoup de bons. Hein. Voilà. Ce qui fait que nous avons aussi des moments dans la vie, où nous avons des cycles positifs qui sont là et on se dit, ah, pourtant j'étais bien là, ça fait 2 ans, c'était bien, j'étais tranquille. OK? Et ça recommence. Bon, OK. Donc on a des petites bouffées comme ça d'oxygène et c'est très bien. La vie est bien faite pour ça. Oui. Alors, quelqu'un demande par rapport, vous avez parlé des maladies, mais les accidents avec traumatisme articulaire et osseux, est-ce transgénérationnel ou biographique ou
les deux. Eh ben, là, c'est très, je ne sais pas ce que c'est exactement, un traumatisme articulaire. Ça peut être plein de choses. Donc, du coup, moi, j'aime, voilà, euh, n'hésitez, si je peux, j'essaierai de vous répondre. Si vous avez besoin de me poser une question, je préfère que, voilà, on puisse le faire. Je ne dis pas que je pourrais répondre à tout le monde si vous, en détail, mais au moins de vous donner une piste si vous en avez besoin. OK, parce que là, c'est un petit peu vaste pour que je Oui. puisse vous répondre correctement, mais faites-moi un petit mail et je vous répondrai. Hein. N'hésitez pas. Les enfants adoptés, comment les aider à reconnaître leur mission? Ça aussi, c'est une vaste question. Ouais, il y a tellement à dire, en fait. Comment, déjà, un enfant adopté, c'est comment il est avec cette idée-là. Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il n'en parle pas? Comment êtes-vous avec ça, vous? Est-ce que vous êtes OK? Comment se passe déjà ce, ce lien que vous avez créé ensemble? Et Dieu sait si, voilà, c'est aussi dans mon chemin de vie, c'est aussi une partie de ma vie, voilà, puisque j'ai porté, j'ai été reconnue, j'avais 7 ans. Donc, du coup, j'ai porté jusqu'à 7 ans le nom de ma maman. Et à 7 ans, et ben voilà, il y a mon papa. Et donc, du coup, qui m'a donné plus que la vie, il m'a offert son nom. Donc, et je le porte avec beaucoup de fierté aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous voyez, c'est pas tant ce qui est, c'est comment nous le vivons en fait. Comment nous le vivons. Nous pouvons être en paix ou nous pouvons être en tourment permanent. Ça, c'est une évidence. C'est c'est une marge de progression aussi, hein, de nous et de la vie, face à la vie. Voilà. Je te laisse lire. Que dire d'un Euh, problème d'utérus sur plusieurs femmes de la même lignée? ok, ben, ça dépend du problème, mais bon, quand l'utérus est touché, c'est la matrice, hein, donc c'est le nid. Voilà, donc il y a quelque chose à aller observer. Après, tout dépend de la pathologie, hein, c'est ça. Il faut pas faire. Euh, je, je m'interdis, comme on s'interdit de faire de la psychologie de comptoir, on m'interdit de faire du décodage de comptoir. Voilà, parce que d'abord, ce serait pas juste pour vous. Oui. Et puis, bah, tout ce qui fait souffrir mérite tous les égards. Voilà. Ok, mais oui, il y a à regarder un petit peu dans le nid encore. En tout cas, ça souffre. Voilà. Ouais. Quel rang Quel au rang occupe-t-on euh, attends. Quel quand rang il y a eu occupe-t-on quand il y a eu une fausse couche ou un Hmm. IVG? Ok, oui. Eh ben, alors, du coup, quand, par exemple, j'arrive en deuxième position, on me dit, ah ben, t'es numéro 2, ok, ben, si entre le numéro un et le numéro 2 il y a une fausse couche, par exemple, donc je suis le numéro 3. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une grossesse qui est consciente pour la mère, eh bien, du coup, on compte comme s'il y avait un. D'accord? Voilà. Donc, si c'est avant le premier-né, eh bien, qu'il y a eu un avortement ou 2 avortements, 3 avortements, eh bien, du coup, je ne suis pas le premier, mais le quatrième s'il y a eu 3 avortements avant. Voilà. Donc, du coup, et cette règle dont je vous parlais tout à l'heure, cette règle de 3, on va la retrouver dans ce qu'on appelle un carré parfait, généalogie, où du coup, on va retrouver le premier, le deuxième, le troisième, puis quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Et en fait, on voit que, eh bien, le premier, c'est héritage, héritabilité non résolue du père. Le deuxième, c'est maman. Le troisième, c'est le couple, on recommence. Quatrième, le père. Cinquième, etc. Voilà. D'accord? Alors, il y a Marie qui nous remercie et qui te contactera par mail. Il y a quelqu'un qui te demande combien de temps est nécessaire pour faire un décodage. Alors, un décodage, en fait, il me faut en délai. Là, en ce moment, j'en ai beaucoup. Donc, il me faut peut-être un bon mois et demi. Ouais.
parce que un décodage énergétique et vibratoire, c'est 15 à 20 pages, hein. Donc, voilà, dedans, voilà, je vais chercher beaucoup de choses. Donc, voilà, il me faut du temps pour le faire. Voilà. Donc, c'est une consultation, le temps que tu cherches. Comment ça Non, c'est pas une consultation, j'ai besoin des éléments. En fait, tous les éléments sont sur mon site, hein. Voilà. Donc, c'est une prestation que la personne, elle achète. Et moi, après, je lui demande, c'est marqué, elle me donne sa date de naissance, elle me donne son prénom, elle me donne D'accord. ce qu'elle sait, son rang de fratrie, des choses comme ça. Puis moi, après, les pathologies, la problématique qu'elle rencontre. Et puis après, c'est parti. Allez. Il y a une question toute douce et toute belle. Vous qui avez traversé bien des peines, croyez-vous qu'on pourrait faire l'économie de souffrir? Oh oui. Oui, et en même temps, euh, on nous prépare pas à ça, en fait. On nous prépare pas à ça. On nous prépare à souffrir parce qu'on n'arrête pas de nous dire que ça va être compliqué, que ça va être dur. En fait, toutes les injonctions parentales que nous recevons depuis que nous sommes petits nous préparent plutôt à souffrir qu'à nous préparer à nous sentir libres et tranquilles, en sécurité. Alors, ça va changer avec la génération qui arrive, avec les petits, puisque moi, je vois des gens, hein, je fais des petits ateliers pour les enfants que j'ai appelés les ateliers des petits éveillés. Et en fait, ce sont des ateliers de sagesse émotionnelle. Mais il faut voir, quand je leur parle du Ho'oponopono, quand je leur parle de la sagesse toltèque, je leur dis, mais tu vas devenir un homme ou une femme de cœur. Et c'est évident que si tu fais comme ça. Et en fait, euh, ils ont envie de parler de bonheur, de gratitude, ils ont envie, ces enfants. Donc forcément, ils sont les adultes de demain, ils sont les adultes du monde de demain. C'est Mhm. grâce à eux que le monde va être beau, mais nous, on n'a pas eu tout ça. Donc, en fait, on a eu une éducation plutôt, j'allais dire, à se préparer à tendre le dos, puis à courber les chaînes. Enfin, voilà, on a plutôt. Mais Ouais. moi, je crois que de manière intrinsèque, de par notre plan d'âme, oui, on pourrait faire cette économie. Ah oui, ouais. Et en même temps, euh, il y a aussi ce qu'on est venu chercher et travailler ici. Donc, Mais bon, oui, moi, j'avais besoin de travailler sans aucun doute ça, puisque j'ai bien compris la leçon, en tout cas. J'ai bien fait le job. On verra ce qu'ils diront quand ils vont nous débriefer, hein. c'est- Alors, pourquoi l'école reste-t-elle encore hermétique à l'évidence émotionnelle? Ah, ça, c'est Oh une mon Dieu. Oh là là. ça. Ouais, ça, je, je gage, et ça, Jacques Salomé, je crois qu'il aura passé son existence. Souvent, on s'est retrouvé avec Jacques il y a quelques années de ça. Je crois que c'est quand j'ai sorti mon premier livre. On s'est retrouvés côte à côte dans un salon. Et j'ai dit, mais ça, moi, si à 21 ans, quand je t'ai connu la première fois, on m'avait dit que je signerais un livre que j'ai écrit à côté de toi, j'aurais jamais cru. Et ce jour-là, on avait beaucoup échangé sur l'école, sur qu'est-ce qu'on pouvait. Et il me disait, je voudrais tellement, avant de mourir, voir ça. Je ne sais pas si on verra, mais en tout cas, il y a des choses qui changent. Il faut être positif parce Ah qu'il oui, y a des choses qui changent. Les propositions alternatives scolaires, quand même, ça bouge, il y a de plus en plus, ça reste encore onéreux. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde, et bien malheureusement. Mais j'espère que ça va se démocratiser. En tout cas, il y a des actions qui sont menées. Les enfants ont accès à la méditation, à la philosophie, à la lecture, au jeu, à la nature. Enfin, euh, il y a des choses qui peuvent contribuer à les construire sur cette intelligence émotionnelle, justement. Puis l'expression, le théâtre, enfin, tout ce qu'on peut mettre à disposition pour les petits aujourd'hui, qui n'existait pas, hein, pour nous. oui. Voilà. Bon. Grand merci pour la qualité de votre présentation du sujet très vaste, dont vous avez fait le tour avec clarté. Voilà, Eh Candide. bien, merci, c'est gentil. Super. Ben, Merci, écoute, Zaz.
J'aime Merci. bien. Je ne sais pas si c'est votre prénom, Zaz, mais c'est super chouette. Ça donne envie de chanter. Eh ben, c'est pas son prénom. C'est son surnom. Ouais. Oui, merci Corinne. En tout cas, c'était effectivement passionnant. Donc, je vous invite il faut que tu nous donnes le nom de ton site. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous donner, est-ce qu'ils ont envie que je donne est-ce qu'on a le temps là de donner un exemple? Oui, ben, visiblement, oui. Zaz a Oui? l'air, Zaz a l'air d'être d'accord. Les autres, je ne sais pas. Ok. Alors, Donne, j'ai, oui, deux, trois exemples, ça serait bien. voilà, ok, ça marche. Alors, je pense à, comment s'appelait Alice. Alice, alors, donc, du coup, c'est sur une mémoire là, fétale. Alice, je l'ai rencontrée, c'était après un deuil périnatal et perdu son petit bébé. Alors, quand je l'ai vue, et du coup, euh, elle me raconte un petit peu son histoire et en fait, elle a vécu une période de grossesse où elle était quasiment frappée au quotidien avec des coups de poing dans son ventre, enfin des choses qui étaient vraiment très tristes. Son compagnon très alcoolisé et violent. Et en fait, elle ne pouvait pas s'extraire de cette relation. Elle était conditionnée par sa propre histoire qui l'a poussée à endurer, à encaisser. C'était une aînée, une enfant aînée. Donc, elle était tout en lutte, en défense, en fait, tout le temps. Et donc, ce bébé, bien entendu, a compris très vite que son père ne voulait pas de lui. Donc, en fait, il a développé la parfaite solution pour lui, c'est-à-dire que il est né avec une insuffisance rénale et il est décédé 48 heures plus tard. Et en fait, il avait aussi une malformation du cœur et de l'urtère. Donc, ça veut dire que symboliquement, donc là, on voit bien que il peut pas, il sait, il pourra pas coexister sur le même territoire que son père. Donc biologiquement, il y a un beau conflit archaïque là, ok, parce que la vessie en fait nous fait aller sur le territoire, ok, et les reins sur la terreur carrément, ok. Donc le cœur va parler d'exclusion du clan là, ok. Donc si on ramène tout, eh ben en plus le prénom c'était Tristan, donc je sais pas si vous voyez. Tristan. Donc, comment il était triste, ce bébé. Et en fait, quand j'ai vu Alice, en fait, elle a quitté son compagnon, mais elle n'arrive pas à lui pardonner et elle a du mal à faire son deuil. Et en fait, on va y arriver en quelques séances, bien sûr, et je lui montre le chemin du deuil périnatal que je connais. Et du coup, je lui dis que quand il se passe quelque chose comme ça, il y a un cadeau à trouver derrière l'offense. L'offense de la vie, qui à ce moment-là est insupportable. C'est pas la vie qu'on peut écouter dans des moments comme ça. Et pourtant, il y a un cadeau derrière. Souvent, on ne le voit pas à ce moment-là. Mais du coup, le cadeau pour elle, c'était que elle le quitte en fait. C'est-à-dire que le cadeau que lui a fait son enfant, c'est de mourir pour qu'elle puisse retrouver sa liberté. Voilà. Hein, par exemple. Ok. Donc ensuite, euh, euh, je voulais vous parler de Sylvain. Est-ce que Sylvain, je peux donc poser là, une on est question? sur... Oui, Parce qu'il y a une question au milieu. Est-ce que je te la pose ou pas? vas-y. Il y a quelqu'un qui demande la signification du métier de musicien. Ah oui, alors ça, pourra-t-on revisionner? J'ai eu plusieurs coupures. Ah, Donc, je ouais. lui enverrai le replay, il n'y a pas Oui, de souci. ouais, ouais, ouais. Ben oui, oui, alors ça, c'est Phil qui demande ça. Oui, c'est Ben ça. Phil, eh ben, vous me faites un petit mail et puis voilà, vous me donnez deux, trois petites indications, puis je vous répondrai. Oui, c'est intéressant. Mais tout est tellement créateur, en fait. Tout est tellement parfait. Tout est parfait. Voilà. Quand on regarde les choses comme ça, c'est un réel bonheur, la vie, après. OK? Allez, je vous donne
Vite fait, je vous donne, qu'est-ce que je voulais vous donner? Ah oui, Sylvain, donc je vous disais, là, mémoire transgénérationnelle, mais Covid. Donc, intéressant, parce que là, je vois hein, depuis cette année écoulée, alors je pourrais dire pas depuis un an, mais depuis 6 à 8 mois, il y a beaucoup, beaucoup d'émergence de mémoire de nos ancêtres donc, qui ont vécu la guerre. Donc là, Sylvain, en fait, il déclenche une crise d'asthme et en fait, son médecin le connaît depuis qu'il est enfant, donc aucun terrain là-dedans, donc il y a rien à comprendre. Ok, donc il me le recommande, etc. Donc je le vois. Et en fait, comme je sais que ce médecin est ouvert au champ épigénétique dans l'aspect de la transmutation, en fait, eh ben on sait que son univers, il le sait, il est clément. Donc, il se passe quelque chose. Et en fait, quand on investigue un petit peu sur son arme, succinctement, on fait ça en une séance, en fait, son arrière-grand-père, il me dira quand il reviendra la fois d'après, et en fait, est décédé, gazé dans un camp de concentration. Et en fait, le premier symptôme de la crise d'asthme, ça a été le même mois et au même âge que son ancêtre. Voilà. Donc en fait, des mémoires comme ça sur ce qu'on vit là actuellement, des mémoires de confinement, eh bien, font ressurgir des problématiques pulmonaires, font ressurgir des problématiques d'étouffement, d'asthme. Ici aussi, des problématiques sur l'ésophage. Voilà. Hein, donc, pas rien. Ensuite, ah oui, l'histoire d'Emma. Emma, belle mémoire transgénérationnelle aussi, là, du coup, une petite Emma qui avait 9 ans. Et donc, je l'ai reçue en consultation. Elle s'appelle Emma. Sa maman s'appelle Emma-Line. Donc, du coup, c'est le gynécologue qui l'envoie parce que cette petite Emma, elle n'est pas réglée, mais elle manifeste des kystes, 2 petits kystes. Donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le gynéco m'envoie, il me dit, bon, Coco, c'est pour toi, ça, je ne touche à rien. Et en fait, tout de suite, une enfant qui n'est pas réglée, qui manifeste des kystes. Alors pour moi, les kystes, là encore, vous trouverez j'ai fait beaucoup d'audio et j'ai enregistré des choses sur qu'est-ce que ça veut dire les kystes. Et en fait, pour moi, ce sont des indurations. Les kystes sont des manifestations de quelque chose qu'on a enduré. Et en fait, l'induration, elle va se faire par la chair, par le liquide, par peu importe, du sang, etc. Et aussi émotionnellement, bien entendu, parce qu'il y a une rétention énergétique tellement puissante qu'elle se densifie et prend une forme. Donc, c'est son cas. Donc, tout de suite, comme ce sont les ovaires, je cherche une mémoire, soit de fausse couche, soit d'avortement. Et du coup, sa maman me dit, bah oui, ok. Et en fait, 4 générations, dont Emma, de femmes, ont dû être obligées d'avorter dans des scénarios un petit peu différents où elles sont tombées enceintes étudiantes, fille mère à 15 ans en pleine montagne, donc bannie du village, enfin beau des choses, et puis pendant la guerre, amoureuse d'un bel Allemand dont je suis enceinte et je veux le garder, ben non, honte à la famille, enfin bon, bref, les boches, enfin des trucs, des horreurs en fait. Et en fait, cette petite, elle manifeste tout simplement que par elle, tout ça, ça suffit. C'est-à-dire que là, on retrouve ensuite le prénom qui s'est donné, c'est-à-dire qu'il y a Emma, Emmaline, la mamie qui s'appelait Emmeline. En fait, la mémoire continuait au même titre que la problématique. Et avec Emma, ça s'arrête. Et du coup, quand on refait notre séance avec la mamie, donc il y a les 3 générations, et la petite, à la fin, elle sourit, puis elle me dit, bah, c'est pour ça que j'avais les boules alors. Voilà. Ben OK. voilà. Et du coup, ben, en quelques mois, les kystes ont disparu parce qu'ils étaient manifestants. Vous voyez, c'est ça. Je pense à Léo qui se promène sur le trottoir avec sa maman, quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Sa maman est fauchée par un type qui est ivre au volant. Elle est traînée avec la voiture. Il assiste à la mort de sa mère.
Et là, de ce jour-là, il déclare une hémétophobie. Une hémétophobie, c'est la peur de vomir. La peur de vomir, c'est clair que c'est toujours une situation que, ok, c'est dégoûtant, bon, je vais le vomir, ou, ou je ne peux pas le digérer, en fait. Hein. D'accord? Donc, il y a un conflit ici. Et là, du coup, ben, euh, c'est évident que Léo, il est passé sur ce chemin de l'école qu'il faisait tous les jours avec sa maman, d'une espèce de douceur innocente, un petit peu, à la stupeur de, imaginons ce qu'il peut vivre. Et il est paralysé émotionnellement. Et ce qu'il voit, il peut pas le croire, quoi. Donc, il peut pas verbaliser, il peut plus parler. Il veut, il veut pas parler de la situation, il rejette tout en bloc. Et quand on fait une première séance, on y descend tout doucement dans l'accueil, l'amour, la tendresse. Et là, du coup, le représenter pour lui, bien entendu, est important. Et là, il nous faudra 7 séances hein, avec lui. On va faire 7 séances sur de l'EMDR, mais pas que. Hein. Je vais utiliser la bioénergie, je vais utiliser d'autres formes, d'autres approches pour que ça s'apaise en fait. Hein. Voilà. Donc c'est incroyable quoi. C'est incroyable, hein. Mais on fonctionne comme ça. Voilà. Ben, merci beaucoup, Corinne. Vraiment, merci. Appelez-la si vous avez envie, écrivez-lui si vous voulez. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Puis on te remercie beaucoup, Corinne, de la belle soirée qu'on a passée avec toi. Ben, mais moi aussi. Moi aussi, c'est du bonheur. Donc, L'adresse du voilà. site, elle est au-dessus, Valérie. Euh, Elle est écrite. Voilà. Ah, super. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Si j'ai pu éclairer des choses ou eh ben, tant mieux. Tant mieux. Passez vous aussi une belle nuit.